C'est pas parce qu'on est en décembre qu'on peut pas aller à la plage. D'autant que c'est la plage la plus accessible du centre-ville, c'est une des plus vieilles, c'est aussi une des plus récentes en termes d'aménagement urbain, et son visage va même encore changer dans les années à venir. Bref, bienvenue au Catalan. Flamenco! Et donc sans surprise, je vous propose de commencer cette nouvelle petite balade urbaine à Marseille en allant à la plage des Catalans. Vous pouvez tout de suite admirer la vue, on va pas se priver. Cette anse, l'anse des Catalans, en réalité son vrai nom c'est l'anse Saint-Lambert. À l'époque de l'Antiquité, on va pas se mentir, il se passe pas grand chose. On a retrouvé quand même à l'occasion de fouilles archéologiques quelques vestiges d'amphores ou de choses comme ça, ou de statues, mais rien de très intéressant niveau architecture. Et c'est plutôt logique parce qu'à l'époque, la ville est d'abord développée au nord du Lacidon, sur le quartier du Panier aujourd'hui. On arrive déjà au Moyen-Âge et honnêtement, les choses n'ont pas tellement changé. Les terres appartiennent à l'abbaye Saint-Victor, qui est toute proche, qui est à l'époque une espèce de superpuissance à l'échelle de toute la Provence. On arrive alors en 1423. Alphonse V d'Aragon se frite joyeusement avec Louis III d'Anjou, comte de Provence, au sujet de la succession du royaume de Naples. Bon, je rentre pas dans les détails, c'est pas le sujet. Après cet épisode belliqueux, Alphonse V décide de rentrer chez lui, en Catalogne. Et Marseille, c'est sur le chemin. Donc avec sa flotte, ils vont se dire, tiens, si on faisait un drive. Bon, à l'époque, les fortifications à Marseille, c'est pas vraiment ça. Il y a un bout d'enceinte qui barre le nord, à partir grosso modo de la Joliette jusqu'au cours Belzins aujourd'hui. Au sud, il n'y a pas de fortification puisque les quais du port sont aménagés pour décharger les bateaux plus facilement. Il y a juste l'entrée du vieux port qui est barrée par des rochers qui sont plus ou moins affleurants et qui réduisent le passage à une trentaine de mètres seulement. Évidemment, le fort Saint-Nicolas n'existe pas et le fort Saint-Jean s'en est au balbutiement et la tour du roi René qu'on connaît aujourd'hui n'existe même pas. Mais pour se prémunir quand même des attaques de la mer, les Marseillais ont eu l'idée d'installer une chaîne amovible qu'on retire en début de journée pour l'arrivée et le départ des bateaux et qu'on réinstalle le soir pour clôturer le port la nuit. Bref, tout ça pour vous dire que le 20 novembre 1423 donc, un premier contingent de soldats d'Alphonse V va débarquer à l'ouest de Saint-Victor et on suppose que c'est à l'anse des Catalans aujourd'hui. Et comme il n'y a pas de fortification, ils vont rentrer là comme dans du beurre et prendre l'abbaye de Saint-Victor à revers. À partir de là, tout part en cacahuète. Ils vont évidemment retirer la chaîne qui les empêche de rentrer dans le port avec leur bateau. Et en 3 jours, la ville est mise à feu et à sang. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais 3 jours pour mettre une ville à feu et à sang, c'est hyper court. Finalement, au bout de 3 jours, les Catalans se lassent et s'en vont avec un butin. Ils repartent notamment avec les reliques de Saint Louis d'Anjou qui étaient présentes dans l'abbaye Saint-Victor et avec la chaîne qui barrait la passe du port. Pour la petite histoire, Marseille va finir par récupérer une partie des reliques de Saint Louis d'Anjou, plus précisément 2 vertèbres. On est en 1956. Ouais, 530 ans plus tard. Les 2 reliques en question vont être exposées à l'église des Augustins sur le Vieux-Port et vont être volées en 1993. Et j'aimerais bien savoir qui expose les 2 vertèbres de Saint Louis d'Anjou sur sa cheminée. Quant à la chaîne qui barrait le port, elle est toujours exposée aujourd'hui à la cathédrale de Valence. Valence en Espagne, hein, pas dans la Drôme. Et c'est de là que vient le nom de l'anse des Catalans. Eh ben non, ça c'est une appellation qui arrivera au XVIIIe siècle, mais on va y revenir. En étant face à la mer, dirigez-vous vers cette vieille tour sur votre gauche. Et voici la pause lexicale de cette vidéo. Savez-vous ce qu'est un lazaret? Non. Un lazaret, c'est un lieu où on met en quarantaine les marins et les marchandises qui viennent de la mer pour se prémunir des épidémies. On les met sous surveillance. Le lazaret, c'est un peu la seule technique qu'on a à l'époque pour éviter la propagation d'une épidémie qu'on ne sait pas vraiment combattre autrement. Et honnêtement, les conditions de vie dans un lazaret, on est à cheval entre l'hôpital et la prison. A priori, le tout premier lazaret construit dans le monde, ça serait à Venise.
Marseille va tout de suite emboîter le pas puisqu'ils sont exposés au même danger. Et donc en 1526, on va décider la construction du premier lazaret dans l'Anse de l'Ours, qui est à peu près entre la cathédrale de la Major et la place de la Joliette aujourd'hui. Mais malgré ça, d'autres épidémies vont sévir. Oui, tant et si bien que le conseil municipal va décider la création d'un deuxième lazaret, ce coup-ci dans la crique Saint-Lambert, aujourd'hui les Catalans. Alors ce coup-ci, on va éviter la même connerie que le premier lazaret. Le premier lazaret, il avait été construit aux portes de la ville. Vous admettrez que pour éviter de répandre des épidémies, c'était un peu con. Alors là, ce coup-ci, on va construire au sud, vraiment loin de la ville. Tout ça pour en revenir à cette tour qu'on peut admirer encore aujourd'hui aux Catalans. On l'appelle la tour Paul. Elle a été construite a priori en 1558. C'est le tout dernier vestige de cet ancien lazaret. Alors bizarrement, elle n'est pas classée monument historique, du moins pas encore, alors que c'est le seul vestige qui nous reste à Marseille de cette époque, hormis la maison diamantée derrière l'hôtel de ville. Alors on ne sait pas vraiment quand l'activité va s'arrêter au lazaret des Catalans. Ce dont on est sûr par contre, c'est qu'en 1663, Louis XIV va décréter la construction d'un nouveau lazaret, plus grand et plus confortable, au nord, ce coup-ci à Arinques, tant et si bien que le lazaret des Catalans va prendre comme appellation Anciennes Infirmeries. 1720, la peste arrive à Marseille. Oui, la grande peste de 1720, c'est un gros morceau dans l'histoire de Marseille et de la Provence. Je rentre pas dans les détails aujourd'hui. Sachez simplement qu'à la fin de l'épidémie, la population marseillaise a réduit de moitié. À ce moment-là, les Catalans, qui sont en Catalogne, ont l'idée de venir s'installer à Marseille pour y développer un réseau de pêche, partant du principe que les pêcheurs marseillais ont été décimés. Et c'est de là que vient le nom des Catalans. Et oui, c'est de là que vient le nom des Catalans. Les pêcheurs catalans vont s'installer dans la crique Saint-Lambert, qui va donc prendre leur nom aujourd'hui, et ils vont s'installer dans l'ancien lazaret qui est désaffecté. C'est une espèce d'enclave comme ça qui les met à l'abri des pêcheurs marseillais mal intentionnés. Et donc les anciennes infirmeries vont leur servir de logement, de stockage pour entreposer leurs bateaux, leurs marchandises, pour fabriquer des hameçons, sécher les filets, etc. Alors les pêcheurs marseillais voient ça d'un très mauvais œil. On est en train de jouer sur leur chaise gardée, ça leur plaît pas du tout. Il va y avoir des batailles juridiques à n'en plus finir, et les choses ne vont pas s'arranger. En 1761, il y a un décret royal qui autorise les Catalans, plus généralement les étrangers, à venir pêcher et vendre le poisson dans les eaux territoriales, si on peut dire. Ça va foutre un bordel, ça. Et en gros, les choses ne vont s'arranger que 100 ans plus tard, quand l'impératrice Eugénie va s'occuper un peu du problème. Elle qui est d'origine espagnole, ça va enfin calmer le jeu. Justement, de là où vous êtes, vous voyez le château d'If. Alors je vais pas vous faire l'histoire du château d'If maintenant, c'est pas le sujet. Par contre, vous connaissez l'histoire d'Edmond Dantès, le comte de Monte Cristo. À l'époque où Alexandre Dumas écrit le comte de Monte Cristo, on suppose assez facilement qu'il est touché par le charme un peu exotique de l'anse des Catalans, et c'est pour ça qu'il va décider d'installer Mercedes, la promise d'Edmond Dantès, aux Catalans. Maintenant, je vous propose d'aller de l'autre côté de la plage, sur la promenade aménagée. Vous pouvez faire le tour par l'extérieur de la plage, mais vous pouvez aussi couper par le sable, c'est comme vous voulez. Alors on va quitter maintenant le monde des pestiférés et des lazarets. On va faire un bond en avant, on arrive milieu du 19e siècle. Là, c'est plus du tout la même ambiance, on va construire le palais du Pharaon, percer le boulevard Charles-Livon, etc. Les choses sont beaucoup plus calmes. À la fin du 19e siècle, les mentalités ont pas mal changé vis-à-vis de la mer. C'est plus considéré comme un élément dangereux. On va commencer à développer une nouvelle habitude, les bains de mer. Et donc à Marseille, de nombreux établissements dits de bains de mer vont s'installer le long du littoral sud de Marseille. Les bains de mer vont connaître un essor exponentiel avec notamment les travaux d'aménagement de la corniche. Les Marseillais vont avoir une relation privilégiée avec Napoléon III. C'est lui qui va décréter la création des bassins de la Joliette, donc amorcer tout l'essor commercial qui va se développer à Marseille. Bref, c'est le grand amour. En échange, on va notamment construire le palais du Pharaon sur un spot plutôt privilégié avec une belle vue sur la mer et le commerce. À l'époque, le quartier des Catalans n'est toujours pas urbanisé, Et donc on va profiter de la proximité avec le nouveau palais du Pharaon pour accueillir le couple impérial et donc construire une plage à la mode et une résidence impériale. Le Marseillais est très fier d'accueillir le couple impérial. J'en reviens à la plage. On va donc construire à l'époque les premiers aménagements de la plage des Catalans,
avec des structures en bois posées sur des pilotis et des rochers, les premières cabines pour se changer, etc. etc. À l'époque, il y a encore des pêcheurs catalans. Ils vont progressivement se retirer au fur et à mesure que l'activité balnéaire va se développer sur la plage et ils vont s'installer finalement au Vallon des Offres. L'établissement dit des Grands Bains de Mer des Catalans va ouvrir en 1859. 10 ans plus tard, on a le projet d'aménager tout le prolongement de la plage des Catalans pour y construire une énorme station balnéaire avec résidence de luxe, hôtel, grand casino, etc. Et on va confier ce projet à Espérandieu, l'architecte qui vient de livrer la basilique Notre-Dame de la Garde. Pour diverses raisons, ce projet finalement ne se fera pas. On ne gardera de ça que la trame urbaine qu'on peut encore observer aujourd'hui. Alors la super station balnéaire ne se fera donc jamais, mais petit clin d'œil quand même. Regardez ce grand immeuble blanc qui est face à la mer. On est tout à fait dans le style architectural balnéaire qu'on va développer dans ces temps-là, avec le style un peu paquebot. C'est un peu le seul immeuble véritablement élégant du quartier. Il a peu d'ornementation en façade, mais sa façade est en relief, elle est plissée, et le 6e étage est en retrait. En réalité, l'impératrice Eugénie n'aime pas tellement Marseille. Elle va préférer Biarritz, et c'est pour ça que Biarritz va autant se développer au 19e siècle. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune trace de l'établissement des Grands Bains de Mer des Catalans. Tous les aménagements de la plage qu'on voit aujourd'hui sont des aménagements récents. Mais si vous êtes malin, vous vous dites « Grands Bains de Mer des Catalans », c'est peut-être qu'il existe des petits bains de mer des Catalans, et vous avez tout à fait raison. Et là, par contre, on en a encore une trace, et une belle, puisque c'est là-dessus qu'a été construit aujourd'hui l'établissement qu'on appelle le Petit Pavillon. Et le Petit Pavillon, vous pouvez le voir depuis la plage des Catalans, ici. À l'époque des bains de mer, on va réaliser toute une série d'installations, notamment sur cette plage, pour développer les pratiques corporelles des Marseillais. Natation, aviron, gymnastique. Dans les années 20, la plage est même réputée pour ses installations et pour les culturistes qui pratiquent des agrès. On a installé des anneaux, des barres parallèles, etc. Et cette activité va perdurer jusque dans les années 60. À l'époque, la plage des Catalans est compartimentée. On met d'un côté les baigneurs, ceux qui veulent bronzer, avec les gymnastes. On sépare les hommes et les femmes, les riches des pauvres, bref. Il va y avoir 2 entrées sur la plage des Catalans, 2 entrées qu'on observe d'ailleurs toujours aujourd'hui. C'est le cas ici des Catalans, mais c'était le cas sur toutes les plages d'Europe. Quand on est les pieds dans le sable face à la mer, sur la droite c'était les Grands Catalans, et là il y avait un groupe qu'on appelait les baigneurs. Les baigneurs, ils nageaient à l'écart du reste de la population, ils organisaient entre eux des compétitions et même des cours de sauvetage en mer. Si vous faites cette visite un jour de Mistral, vous allez bien vous rendre compte que nager quand la mer est démontée, c'est compliqué. En 1921, ce groupe, les baigneurs, va décider de s'installer dans une crique à l'abri du vent, justement pour se protéger du Mistral. Et à grands coups d'explosifs et de coups de pioche, on va finir par inaugurer en 1932 le premier bassin d'eau de mer. 25 mètres. YOLO. Et c'est ainsi qu'a été créé le Cercle des nageurs de Marseille. Alors si vous ne connaissez pas, le Cercle des nageurs de Marseille, c'est une espèce d'usine à champions olympiques qui décroche tout un tas de records et de médailles en or. Super palmarès. Alors à ses débuts, le Cercle des nageurs marseillais, c'est natation, water-polo, plongeon et sauvetage en mer. Ces 2 dernières activités vont disparaître au fil du temps. Mais c'est de cette époque du sauvetage en mer qu'est née la tradition du bain du Nouvel An. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands vont fortifier toute cette zone, et notamment jusqu'à l'anse du Pharaon, ce qui va conduire les Alliés à énormément bombarder la zone. À la fin de la guerre, le bassin d'eau de mer est détruit aux 3/4. Mais de nouvelles installations vont être reconstruites. En 1956, on va construire le premier bassin d'eau douce, et en 1967, le Cercle des nageurs de Marseille va prendre la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, avec la construction du bassin olympique et des cabines. Si vous avez été attentif aux images, vous vous êtes rendu compte que je me suis bien gardé de vous parler de cette usine désaffectée qui est placée entre la plage des Catalans et le Cercle des nageurs de Marseille. C'est l'ancienne usine Giraudon. Alors un petit mot quand même rapidement. Georges Giraudon s'installe en 1890 sur l'avenue de la Corse, toute proche, pour y installer un commerce de sucre. Ça marche très très bien, à tel point qu'il va lancer la construction d'une usine sur les Catalans. C'est l'usine qu'on voit encore aujourd'hui. En 2007, l'activité a bien marché, mais l'entreprise est contrainte de déménager
D'abord à Vitrolles, puis maintenant à Gémenos, l'usine est toujours en activité d'ailleurs. La friche industrielle est rachetée en 2009 pour y réaliser un hôtel de luxe. Mais s'ensuit une guéguerre avec les riverains, le projet est finalement abandonné. Aujourd'hui, par contre, un nouveau permis a été déposé et obtenu pour la construction d'une résidence de luxe, et on doit ça à l'architecte Rudy Ricciotti, l'architecte du MUSEM. Et c'est sur cette nouvelle perspective que se termine cette toute petite balade urbaine. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des trucs. Comme d'habitude, likez, partagez, parlez-en autour de vous. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours. D'ici là, profitez du soleil. Salut!